Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Pichon, bonjour, grand monsieur plaisir de Jovanovic. vous retrouver Alors, et de retrouver nos spectateurs. Nous allons faire notre revue de presse mensuelle sur les questions économiques et celle-ci est bien chargée aujourd'hui. C'est effectivement le retour des vacances. Nous allons, mon cher Pierre, comme à l'accoutumée, chers téléspectateurs, eh bien, Sauf qu'il peut. Une revue de presse ouais, c'est vraiment ça, économique internationale. Et je puis vous dire, chers amis, qu'elle est particulièrement dense parce que Pierre a fait un gros travail de recensement. Et j'y vois, si vous me permettez, Pierre, deux orientations. La première, classique, ceux qui sont des habitués de l'émission reconnaîtront les turpitudes bancaires à l'égard de leurs clients, les suites du quantitative easing, les facilités bancaires de la BCE, la planche à billets, le creusement des dettes publiques, les morues classiques, hein, selon l'expression consacrée. Non mais on a un très bon résumé là entre le mois de juillet, août et début septembre. Voilà. C'est les crimes bancaires. Voilà. C'est moi là. Et le plongeoir du 8e étage qui a été rouvert. La compétition est ouverte encore. Voilà. Là on a eu par exemple il y a 2 jours, on a eu un oligarque russe supplémentaire qui est tombé de son yacht. Voilà. Bon, ça arrive. Ça arrive. Mais il y a du nouveau. Il y a du nouveau en ce sens que, je vais citer Warren Buffett. Oui. Une guerre entre riches et pauvres est en train de se produire, et depuis quelques années déjà, et nous sommes en train de la gagner, disait Warren Buffett. C'est-à-dire que dans votre revue de presse, Pierre, vous mettez la dimension sociale. Les pénuries, la hausse des tarifs de l'énergie, le tout sur un fond de guerre en Ukraine qui sert de manteau de Noé pour couvrir en fait bien d'autres turpitudes. Madame Lagarde, par exemple, nous dit que si il y a de l'inflation, c'est à cause du climat. Ah, c'est sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Les prix bronzent. Ah, d'accord. Oui. Les prix bronzent, donc effectivement, la température monte, tout ça. Ah, oui, d'accord. Oui. Voilà, donc ça monte avec. Ah, c'est une analyse de Madame Lagarde. Oh, elle est gentille, hein, Christine. Hein, mais elle ne maîtrise plus rien, je veux dire. De la même façon que M. Powell ne maîtrise plus rien. Vous savez, ça fait 15 ans qu'ils font la planche à billets, donc maintenant, ils ne peuvent plus s'arrêter. Voilà. Et j'ai toujours dit ici, et vous en êtes témoin, parce qu'on avait fait une émission spéciale sur le livre La vengeance de la planche à billets, que toute utilisation intense de la planche à billets finit par déclencher une guerre. Bon, c'est exactement ce qu'on a obtenu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Inflation, guerre. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous avons 3 crises. C'est-à-dire, il y a la crise financière de 2008 qui n'a toujours pas été réglée, puisqu'ils n'ont fait qu'imprimer. D'accord ? Donc, ensuite, nous avons une hyperinflation qui a été déclenchée par toute la folie des confinements, je le rappelle. L'hyperinflation n'a strictement rien à voir avec la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine n'a fait qu'appuyer sur l'accélérateur, on est bien d'accord. Hein, voilà. Donc, vous avez l'hyperinflation, bien entendu, et ensuite vous avez le problème du chômage et de l'énergie, le prix de l'énergie qui est en train de détruire toutes les PME. Alors je vais vous donner un exemple. C'est l'un de mes lecteurs qui m'a confié ça. Voilà, il a dit donc son ami, ils ont une usine, ils sont proches, hein, voisins. Il a une usine de retraitement de matières plastiques près de Lyon. Hein, voilà. Et il vient de recevoir sa facture EDF. Alors, son chiffre d'affaires est de 8 millions. Donc, il me dit, EDF vient de signer son arrêt de mort. Voilà. C'est un génocide. Il utilise le terme génocide. Un génocide de PME en cours. Voilà. Alors, je vous lis le mail. Hein. Objet prix d'électricité. Je viens de recevoir l'offre EDF pour 12 mois. Hein, parce que pour les entreprises, c'est des contrats annuels. Hein, voilà. Donc, 4 280 000 euros au lieu de 500 000 euros pour l'année qui vient de s'écouler. Donc 500 000 euros pour ce qui vient de l'année qui vient de se terminer et 4,2 pour l'année prochaine. Oui. Non, mais je ne sais pas si vous imaginez. 8 millions de chiffre d'affaires, voilà, 4 millions, donc ça fait plus de la moitié du chiffre d'affaires. Ce qui signifie donc que les usines et PME, y compris celles censées œuvrer pour le développement durable, voilà, développement durable, une définition typique d'Énarque, vont carrément mettre la clé sous la porte. Voilà. Et c'est pas la seule.
C'est pas la seule, ça c'est juste un exemple. On en a plein d'autres. Alors tiens, je vous donne un exemple. Alors, les médias se servent de l'Ukraine, hein, si vous voulez, pour tout faire passer. Alors, Dieu merci, la reine a eu, enfin pour eux, hein, la reine a eu le bon goût de mourir juste à la rentrée. Donc là, c'est pendant 15 jours, on n'aura droit qu'à ça, hein, ça. Voilà, pas de problème d'inflation, pas d'hyperinflation, pas de problèmes sociaux. Voilà, pas de problèmes sociaux. Merci à la reine d'Angleterre qui a tout effacé. Mais ce n'est que, hein, c'est complètement provisoire. Voilà, c'est reculé pour mieux sauter. Alors, tiens, je vous donne un autre exemple. Malheur à tous ceux qui écoutent ce que dit l'État, en fait, à propos de l'électricité. Alors, l'État de Californie, par exemple, a décidé... Ah oui, c'est bonne, celle-là. Au mois d'août, d'interdire toutes les voitures normales, donc dès 2035, mais... 3 semaines après cette interdiction, donc signée, tamponnée, bam, etc., 3 semaines plus tard, elle a demandé à ses citoyens, donc à tous les Californiens, déjà équipés de Tesla et d'autres voitures électriques, de ne pas charger leur voiture d'un réseau surchargé sous prétexte d'une vague de chaleur inhabituelle. Autrement dit, pas de voiture thermique. On vous dit de passer à l'électrique, et puis en même temps, on vous dit non, ne vous servez pas de l'électrique. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Non, voilà, c'est tout le problème. Et je pense que la population, elle n'est pas dupe de ce mensonge. Alors, je vous donne un autre exemple. Au Texas, cette fois, alors ils ont eu un pic de chaleur, pareil. Les opérateurs ont pu limiter la consommation des ménages sans leur consentement, parce qu'ils avaient tous des compteurs Linky. Hein, voilà, le principe du compteur Linky, ça porte un autre nom chez eux, bien entendu. C'est-à-dire qu'ils ont appuyé sur un bouton, paf, et ils ont diminué la consommation de tous les ménages sans les avertir. Voilà, terminé. Donc celui qui voulait partir, bosser, travailler ou un rendez-vous, recharger sa voiture, etc., c'est infini, voilà, c'est terminé. Le vélo. En fait, ils veulent arriver à un mode de contrôle chinois. Ils veulent que tout le monde ait des voitures électriques parce qu'avec les voitures électriques, les recharges électriques et les compteurs Linky, vous contrôlez toute la population. Vous appuyez sur un bouton et vous les empêchez d'aller, par exemple, à une manifestation. Voilà, je dis ça parce que pour les Gilets jaunes, les policiers se mettaient dans les gares en province et arrêtaient tous ceux qui voulaient prendre le train dans Paris. Maintenant, ils n'auront pas besoin d'aller à la gare, ils vont appuyer sur un bouton, voilà, terminé, plus d'électricité, terminé. Plus personne ne peut aller manifester. Donc là, on voit leur grand recette là, qui part dans tous les sens, mais quand même, ça va dans un seul sens, hein, littéralement. Contrôle social à la chinoise. Mais le problème, si vous voulez, c'est que toutes les entreprises françaises ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête à cause de cette facture EDF qui va être absolument colossale. On vient de le voir. Donc aujourd'hui, tout le monde, dans les entreprises, tout le monde sait que les licenciements, ça peut leur arriver du jour au lendemain. Voilà, tout simplement. Alors, on nous dit que c'est la guerre en Ukraine à cause du gaz, ce qui est partiellement vrai. Mais ce qu'on oublie, c'est que M. Macron a fait fermer Fessenheim et qu'il a fait une vidéo qu'on voudrait interdire sur les réseaux sociaux, bien sûr, dans laquelle il annonce que c'est très bien, pour des raisons écologiques, nous allons fermer une partie de nos réacteurs qui fonctionnent. Non mais il est fou, mais c'est un agent américain de toute façon, il ne travaille que pour les Américains. C'est gravissime. Oui, mais attendez, on a un traître à la tête du pays. Si les Français ont froid cet hiver et ne voient pas, ça sera à cause du président de la République, point. Écoutez, je ne vais pas. Ça sert à rien de commenter. Les élections viennent de se. Alors, cela étant, il y a d'autres PME qui sont gravement atteintes, des supermarchés qui annoncent qu'ils vont réduire leur offre en termes d'ouverture. Mais alors, le sommet, c'est en Allemagne. On vous annonce que la crémation est devenu impossible. Oui, alors justement, mais parce que, alors, par exemple, Jacob Delafont, qui fabrique des éviers, etc. Voilà, ils ont besoin de fours pour la céramique, pour cuire la céramique, les baignoires et que sais-je encore. Voilà. Et là, en fait, ce qui est absolument étonnant, les Allemands ont commencé à se plaindre parce que les pompes funèbres
utilise le gaz, donc je ne vais pas faire de jeu de mots là-dessus, qui sert à brûler les cercueils. Donc M. Sobolewski, donc, qui est le PDG d'une chaîne de pompes funèbres, explique qu'il a un problème avec le prix du gaz, qui a effectivement en Allemagne a explosé. Et parce que la totalité de ces crématoriums fonctionne avec le gaz. Et donc il dit la température moyenne, voilà, pour faire tourner un crématorium, c'est 750 degrés. Donc là, au moins, chers spectateurs, vous aurez appris quelque chose, hein, et moi aussi. Alors que d'habitude, ils le montent à 850 degrés. Voilà. Ouais. Et donc, ça veut dire que même s'ils économisent 10 à 20% du gaz pendant que en fait, ça va durer plus longtemps, donc ouais. Techniquement, ça change rien au problème. Alors ça, c'était dans Reuters. Hein, vous allez voir l'image derrière nous. Alors donc ça, c'est l'info du 30 août 2022. Voilà. Alors. Il y a quand même un incroyable. Alors attention, à ceux qui vont dans les crématoriums, hein, donc qui vont brûler un être cher, comme on dit. Voilà. Alors vous avez la possibilité d'utiliser une nouvelle technique funéraire, mon cher Olivier, hein, qui est proposée par des entreprises américaines, évidemment, bien sûr, hein, comme LifeGem. Elle consiste, écoutez bien, à ponctionner une partie des cendres du défunt, hein, donc, donc 500 grammes environ, alors qu'un corps crématisé génère entre 2 et 3 kilos de cendres. Donc il faut le savoir, hein, là aussi on apprend quelque chose. Donc le carbone des cendres sont ensuite extraits pour en faire un diamant. Ah oui, un diamant industriel. Un vrai diamant, quoi. Oui, un diamant, voilà. Donc vous imaginez Jeffrey Epstein, Jean-Luc Brunel, Offenberg et tous ces braves gens transformés en diamants et montés en bagues pour dédommager leurs victimes. Et ben voilà. On nage dans on nage en plein délire là. Oui. C'est un délire. Surtout que Bill Gates vous dit qu'on fait trop de carbone. Oui, bien sûr, par ailleurs. Non mais attends, c'est surréaliste le truc. J'ai une solution à vous proposer, mon cher Pierre. De confier à la Terre le corps du défunt. Point. Oui, bah écoutez, alors puisqu'on parle de mort et puisqu'on est dans un crématorium allemand, hein, alors écoutez bien, parce qu'on avait fait une grande émission, nous, rappelez-vous, sur Jeffrey Epstein. Oui. Alors, Steven Hoffenberg, avec lequel Epstein avait organisé une grosse opération bancaire un Ponzi dans les années 80, il a été retrouvé mouru, voilà, sans vie, voilà, à son domicile, et il avait confirmé que Epstein travaillait pour le Mossad, et c'est voilà, auquel il donnait tous les CD qui contenaient toutes les vidéos de toutes les victimes filmées à leur insu. À l'insu de leur plein gré. Il est mort, à l'insu de leur plein gré. Voilà. Comme Jean-Luc Brunel. Comme le français Jean-Luc Brunel. Qui est mort aussi. Ouais, voilà. Alors ça fait un mort de plus. Alors, puisqu'on est dans les mourus. Oui, il y a des suicides aussi. Alors, attendez, avant qu'on arrive au suicide, écoutez bien, parce que ça, c'est drôle. Alors, il y a un scandale colossal financier. De l'autre côté de la Manche, donc chez nos amis anglais, où une entreprise funéraire vendait des plans de prévoyance. Alors toutes les banques françaises font ça. Hein, j'ai vu ça. Afin de constituer un capital pour les frais d'obsèques. D'obsèques. La firme Unique Funeral Plans était en effet unique dans le sens où elle promettait de déposer toutes les sommes de ses 3000 clients dans un hedge fund. Oui, dans un hedge fund, oui, bien sûr. Géré par Epstein ou des Madoff, dont le rôle consistait à les protéger. Oui. It will be 100% secure and safe, voire à les fructifier. Voilà. 100% sûr. 100% sûr, voilà. Vous allez voir la photo derrière nous, ça date du 3 août. Et alors, voilà. Alors donc, donc vous cotisez pendant 15 ans. Sauf que après une enquête menée par la police anglaise du bureau du bureau de la vérification de la publicité également, hein, a montré qu'en fait UFP n'avait jamais déposé un seul centime dans le hedge fund Sterling Trust, dont le nom était jeté en pâture par tous les responsables et par toutes les pubs. Donc voilà. Donc en fait, les mecs, ils ont ramassé l'argent de tous les gens qui cotisaient voilà. Donc voilà, il y a un ange qui passe, hein, avec un visage, avec un masque de componction, de circonstances. Vous savez, comme on fait dans les cérémonies. Hein, voilà. Et voilà. Et donc les 3000 personnes qui ont payé d'avance leur enterrement ont vu leur épargne passer, si j'ose dire, à trépas.
Ben Voilà. Donc autant pour ce genre de choses. Donc ne tombez pas, si je peux me permettre, dans ce genre de piège. Ce ne sont que des arnaques. J'ai eu plein de mails de lecteurs qui disaient que alors que leurs parents avaient cotisé à ce genre de plan, etc., ils n'en ont jamais vu quasiment la couleur. Voilà. Et alors, puisqu'on est dans les mourus, alors je vais vous faire très simple, hein, parce que la semaine dernière, ils ont tous sauté par la semaine, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Dont le fils de Fabius. Alors voilà, d'abord il y a Gustavo Arnal, le directeur financier de la chaîne de magasins américaine Bed Bath & Beyond, impliqué dans un immense scandale de manipulation des cours qui a eu lieu là au mois de juillet ou août, je ne sais plus. Et donc il a sauté du 18e étage de son immeuble de New York, à Tribeca, voilà, pour être précis. Voilà, donc il avait vendu ses actions à une date que vous connaissez bien, le 15 août. Le 15 août. L'heure de tous les crimes. 15 août, le jour de tous les crimes. Exactement, le jour de tous les crimes. Soit les dévaluations par les États. Exactement, Nixon, par voilà. exemple, en 71. Exactement. Et soit... Et alors, il a vendu ses... Alors, écoutez bien, il a vendu ses actions le 15 août. Donc, il a encaissé $1 million le 16. D'accord ? Oui. Et deux semaines plus tard, il annonce à la presse financière, etc., qu'il ferme 150 magasins. Donc ça veut dire 1500 personnes au chômage, donc tous les fournisseurs qui ne seront pas payés, etc. Bien entendu, ils ont fait monter l'action avant de fermer les magasins. Oui, bien sûr. Par M. Cohen. Et pourquoi se suicide-t-il alors? Ou vous voulez dire qu'il a été suicidé? Écoutez, on ne sait pas, mais là, de toute façon, il y aura une enquête. Oui. Par définition de la SEC derrière, il était cuit. Donc, soit on l'a poussé, soit il s'est dit, je fais comme Madoff. Voilà. Security and Exchange Commission. Exactement. C'est l'AMF. L'autorité des marchés financiers, l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en France. Exactement. Alors, un autre oligarque russe, alors là, c'est Ravil Maganov, directeur général de Lukoil. Alors là, on est dans le pétrole, l'énergie, attention. Voilà. Qui est passé par la fenêtre de sa chambre d'hôpital à Moscou. Ah. C'est le mec qui est hospitalisé, mais il se lève de son lit pour sauter du 8e étage. Qu'avait-il commis? Écoutez, il s'était opposé à la guerre en Ukraine. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, la Poutine, là, il a... voilà. Donc, il a suivi, parce que j'avais donné sur la revue de presse, là, sur quotidien.com, toute une liste d'oligarques russes qui sont passés par la fenêtre. Voilà. Et le dernier à être passé par la fenêtre, alors lui, c'est par le balcon, c'est David Fabius, 44 ans, l'autre fils du président du Conseil constitutionnel, je vais y arriver, qui a sauté du 8e étage de son immeuble de l'avenue MacMahon près de l'Étoile. Voilà. Donc on ne sait absolument pas pourquoi. D'ailleurs, son métier était vraiment plus que bizarre, parce qu'il travaillait dans un truc qui s'appelle Elevated Media Production, une boîte de prod à Los Angeles, qui faisait des vidéos de promotion pour les laboratoires pharmaceutiques. Voilà, on peut un truc bizarre. Voilà, vous avez tous les liens là. Ça date du 5 septembre. Voilà, donc ça fait 3 morts plus que suspectes. Et tout le monde se demande, parce que là, ou c'est du blanchiment, ou alors on cherche à effectivement à faire chanter le président du Conseil constitutionnel, ou alors c'est une affaire strictement privée. Mais bon, je veux dire, je suis étonné que Mediapart n'ait pas mis ses fins limiers sur le coup. Alors, mon cher Pierre, de la crémation au mouru, ça fait quand même une situation très macabre. Attendez, mais c'est une situation très macabre. Là, nous sommes de retour en 2008. Voilà. Je répète, alors, la crise financière n'a pas été réglée. Dans cette crise financière, à nouveau, vous avez une crise des prix de l'énergie qui sont en train d'exploser. Tous les tarifs, toutes les PME, etc. On vient de le voir. J'ai donné l'exemple de cette petite PME. Et là-dessus, vous avez l'hyperinflation qui, effectivement, détruit la classe moyenne. Voilà. Donc, ça fait 3 crises dans une. Ça fait beaucoup pour les politiques. Et en Angleterre, les politiques commencent à baliser grave. On va parler de l'Angleterre, mais avant, pour préciser, vous dites l'Europe risque potentiellement son moment Lehman Brothers, puisque les firmes d'énergie doivent répondre à des appels de marge d'1,5 milliard. Du coup, cela a déclenché des aides des États pour les sauver. Mais d'où les États tirent-ils ces milliards? De la Banque centrale
européenne ou de la Fed éventuellement. Oui, alors voilà, vous avez exactement, mais c'est ce que je dis, c'est le cercle infernal. Oui. C'est-à-dire que là, maintenant, en 2008-2009, on a eu la crise bancaire. Là, on a la crise des fournisseurs d'énergie. Alors, pour le grand public, c'est une banque, les gens savent ce que c'est, ils les fréquentent, etc. Mais à part payer une facture d'EDF, personne ne sait exactement tout ce qui se passe derrière. Et c'est aussi complexe, voire plus complexe d'ailleurs, que les banques. Sauf que, contrairement pour les banques, les banques centrales font tourner la planche à billets, les fournisseurs de gaz, ils ne peuvent pas fournir de la planche à gaz ou de la planche à électricité. Ils aimeraient bien, mais ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. Donc là, il y a un gravissime problème auquel les politiques anglais se sont consacrés, le jour du décès de la reine d'Angleterre d'ailleurs, parce que toute l'Angleterre était devant la télé pour savoir quelles seront les aides que les ménages allaient obtenir de la part du gouvernement. Oui. Hein, voilà. Donc ça va être des prix capés, c'est-à-dire un maximum, et l'État va payer la différence. Donc avec l'argent public bien sûr, et la planche à billets, pour commencer. Mais au niveau des vendeurs d'énergie, de ceux qui vendent l'électricité, de ceux qui vendent le gaz, des gestionnaires de pipeline, etc. Enfin bon, voilà, eux, ils sont moins concernés. Mais là, c'est un vrai problème, parce qu'ils ont ils ont fait des ventes, des achats à terme, et avec des caps, bien entendu. Et là, ils se retrouvent, c'est pas moi qui le dis, c'est Bloomberg, on va le voir derrière nous. Oui. Bloomberg, il a dit, tout ce secteur qui vend de l'énergie fait face à 1,5 trilliard. Trilliards, c'est pas des milliards. Oui, notre si c'était que 1,5 milliard, ça me paraissait. C'est ce qu'ils font dans la journée. Hein. Oui. Non, parce que. C'est 1,5. J'ai mis milliard ou trilliard? Vous aviez mis milliard. C'est pour ça que ça me paraissait. C'est trilliard. Non, mais on ne sait plus, il y a tellement de zéros. Voilà. Donc Bloomberg dit voilà, l'Europe arrive au moment Lehman de l'énergie. Lehman Brothers. La comparaison, elle est quand même forte. Intéressante. Surtout qu'il y a aussi des dérivés de l'énergie. Mais bien sûr, et là on est de retour des produits financiers. Exactement. On se retrouve évidemment dans la situation exactement. de Exactement. Et surtout Blight Masters, qui vendait de l'énergie avec JP Morgan. Alors je rappelle pour le principe. Alors je salue nos amis suisses de Mercuria. Oui, voilà. Mercuria que vous évoquez. Mercuria, parce que c'est une très très grosse entreprise qui vend du gaz, de l'électricité. Elle avait acheté le département énergie de JP Morgan. Justement. Exactement, de Blight Masters. Voilà. Blight Masters était persuadée qu'elle allait être nommée PDG de cette entité chez Mercuria, ce qui n'a pas été le cas, tout simplement parce que le FBI l'avait prise la main dans le sac. Elle l'avait prise parce qu'elle avait bidonné les prix de l'électricité en Californie et dans je ne sais plus quel état, je crois que c'est le Texas, et donc pour ça elle a été démissionnée. Voilà, il lui avait coupé la tête. Donc voilà, on est de retour en 2008, hein, c'est vraiment ça. Tout à fait. C'est un monstre. C'est des monstres en ce moment vous avez le monstre financier, vous avez le monstre de l'énergie que les gens ne connaissent pas, mais c'est aussi important que le secteur bancaire. Voilà. Et Mercuria Energy est en train de fermer son... Ah bah attendez, Mercuria, mais il n'y a pas que Mercuria, je veux dire, ils sont... alors attendez, regardez, là j'ai consacré tous ces articles, là, au cours de ces 15 derniers jours et au mois d'août. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver le... Alors, mais moi je l'ai, Mercuria Energy, c'est... il y a, dans l'affaire, il y a Bank of China, London. Oui. Coopérative Rabobank USA. Oui. Crédit Agricole. Oui, mais ça, c'est ceux qui les financent, parce que les banquiers et les fournisseurs d'énergie... Crédit Suisse. Ils sont exactement dans le même sac. Oui. Mais ce que je veux dire par là, la raison pour laquelle on aborde ce sujet, écoutez bien, c'est... L'Allemagne a sauvé déjà 2 de ses plus grosses compagnies d'énergie qui vendent de l'énergie. L'Angleterre a sauvé un certain nombre de compagnies. Rappelez-vous, dans une émission précédente, on avait donné le cas du PDG qui avait dit à ses clients cet hiver, vous mettez un pull, vous prenez votre chat contre vous. Vous prenez un chat sur vos genoux. Exactement. La Finlande a sauvé l'un de ses fournisseurs d'énergie. L'Autriche a sauvé l'un de ses fournisseurs d'énergie. Alors que par les lois européennes, c'est interdit. Ben oui, bien sûr. Ils sont en train de s'asseoir sur toutes les lois qu'eux-mêmes ont votées pour favoriser la privatisation. Bien sûr. Rappelez-vous. Bien sûr, bien sûr. C'est honteux ce qui se passe en ce moment. L'énergie n'aurait jamais dû être
privatiser. C'est aussi simple que ça. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu en France. J'ai vu des boîtes comme Direct Energy, comme Équateur, etc. Ils sont en train d'harceler leurs clients avec des factures complètement délirantes. Il y a un certain nombre de Britanniques qui sont descendus dans la rue. Nous ne paierons pas. Hein, ça y est. Ils ne payent pas. J'allais y venir. On va voir l'image derrière nous. Voilà, il y a tout un site. Il y a déjà, je crois, 200 000 personnes qui ont signé nous ne paierons pas, qui sont descendues de la rue, nous ne paierons pas les factures, parce que leurs factures ont été multipliées par 4. Oui. C'est la destruction de la classe moyenne et c'est la mise en danger de la société du pays tout entier, de l'Angleterre. Donc on va voir ce qui va se passer. Je vous dis, à nouveau, le décès de la reine a calmé les choses, enfin du moins a aplani, a masqué la crise. Mais ce que vous dites, la classe moyenne, c'est très important parce que déjà les classes populaires étaient fortement touchées, mais maintenant c'est la classe moyenne. Et alors surtout, vous le dites à un moment, les gouvernements vont payer pour éviter la révolte du peuple. Et l'Angleterre, dites-vous, c'est un petit peu le miroir de ce qui va se passer probablement en France et en Allemagne. Oui, tout à fait, parce qu'en termes de privatisation, ils sont top. Donc ils ont fait, avec Thatcher, ils sont largement devant nous. Donc là, on voit ce qui nous attend, nous. Alors, tenez, je vais vous donner un autre résumé. Alors, celui-ci est très, très intéressant. Alors ça c'est Zoltán Pozsár. Alors c'est un analyste du Crédit Suisse. Alors c'est un analyste énergie, hein, c'est pas un banquier. Voilà, c'est surtout un analyste. Il dit, écoutez bien, la production de 2 trilliards d'euros de biens et de richesses en Allemagne, Porsche, Audi, BMW, Mercedes, Mini, etc. dépend, c'est là où ça se trouve, dépend de juste 20 milliards d'euros de gaz qui sont achetés à la Russie. Voilà. Tadam ! Voilà. C'est-à-dire que vous n'obtenez pas le gaz des Russes, c'est fini. Vous avez 2 trilliards, vous faites une croix dessus. Fini. Et c'est là-dessus que Poutine joue. Pendant que les gouvernements se demandent comment empêcher les pauvres de se révolter cet hiver à cause de leur facture chauffage, le constructeur allemand BMW a trouvé une nouvelle solution pour vider les poches de ses riches acheteurs. Proposer des options sur les nouveaux modèles uniquement par abonnement annuel. Voilà. Alors, puisqu'on est dans l'énergie et le chauffage, ils ont commencé par les sièges chauffants. Tu n'y crois pas? Tu n'y crois pas? Non, mais ils peuvent le faire. Alors, le siège chauffant, vous prenez un abonnement de combien sur votre BM à 100 000 euros? Quoi? Je suis dit, mais ils vont faire quoi, BM, là? Ils vont louer les roues après, à l'année Non, mais ça, c'est l'inventivité financière, toujours. Oui, c'est ça. Mais ça, ils vont se le prendre en pleine figure, là. Alors, il y a quand même déjà des voitures qui ont des sièges chauffants, hein. Vous en avez vu, certainement. Moi, sur la mienne, j'ai des sièges chauffants, donc je vois pas... voilà. Alors, la faible vente de voitures neuves oblige les marques à revoir leur business plan. Le temps où l'on achetait sa voiture avec aucun frais supplémentaire est désormais révolu. La marque propose un système d'abonnement de sièges chauffants. Selon le communiqué de la BM, il sera possible de débourser 18 $ par mois pour avoir accès à des sièges chauffants. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, j'ai glissé dans le temps, là, on est le 1er avril, c'est quoi le délire? J'ai vraiment cru une blague. Non mais sérieux, j'ai vraiment cru une blague. Je me suis dit, waouh. D'accord, ok. Pour les clients qui voulant profiter de ces technologies sur le long terme, il est possible de s'abonner pour l'année, 3 ans ou de manière indéfinie. Le tarif augmente, alors passant de 180 $ à 300, puis à 415 pour bénéficier de l'option sur le très long terme. Voilà, donc ça c'était sur le journal du Geek, hein, vous allez voir le... Alors, non mais attends, non mais c'est dingue, écoute, non mais c'est complètement fou quoi. Oui, c'est de la recherche désespérée de trésorerie aussi. Hein. Ça me rappelle les téléviseurs qui étaient loués dans les années 60 et 70. J'ai un lecteur qui m'a dit qu'en Angleterre, qu'en Angleterre, dans les hôtels par exemple, il y avait des téléviseurs et il fallait mettre une pièce dedans. Bien sûr. Et on obtenait une heure de vision bien sûr. Parce que c'était un luxe à l'époque. Et il me semble que ça existait en France aussi. Oui, Locatel, je crois, faisait ça. Il me semble, hein, de mémoire. Là, il s'agit d'avoir chaud aux fesses. Hein. Bref, je reviens. Revenons à notre 1,5 trilliard d'appels de marge, parce que je reviens là-dessus. Prenez par exemple Équateur, toutes ces firmes qui sont nées de la privatisation d'EDF, etc., ou de Gaz de France.
Elles ont dit, venez chez nous, on va être moins cher. Oui, et on est vert en plus, on est écologique. Et on est vert, tu parles, ils ne sont pas plus verts que les autres, mais bon. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté du gaz, on dit, tiens, nous, on met une option, etc. Résultat des courses. Ils ont des contrats, ils ont promis aux clients des contrats de 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas. Mais eux, ils achetaient, leur contrat, c'était sur 1 an ou 6 mois. Et donc, tous les 6 mois, ils rachetaient. Mais comme, entre-temps, le prix a été multiplié par 3, toutes ces boîtes, elles ont coulé. On l'a vu en Angleterre. On l'a donné, vous et moi, Olivier, dans une revue de presse précédente, il y a 3 mois ou 6 mois. Je sais plus. Enfin, bon, bref. C'est l'histoire du chat. Oui, le chat sur les genoux pour se réchauffer. Pour se réchauffer. Ouais. Voilà. Donc, c'est très important que nos spectateurs comprennent ce qui est en train de se jouer. Parce que de ça, BFM, bien sûr, ne vous en parlera pas. Sûrement pas. Évidemment. BFM ne fait que dans la couverture du Charles d'Angleterre. Voilà. Alors, tiens, vous savez que BFM, parce que M. Marc-Olivier Feugiel, qui est le petit... un ami. J'allais dire le petit ami. Oh. Pardon. Non, c'est... Un ami de M. Macron a décidé d'interdire Ségolène Royal. Oui, j'ai vu ça. ça. Candidate au présidentiel, je veux dire... Qui a le mérite elle a dit ce qu'elle... de remettre un peu dans les brancards du système, voilà. Elle a dit ce qu'elle pensait des nazis ukrainiens, point barre. Voilà, elle a dit que c'était il y avait quand même des arnaques médiatiques, des mensonges médiatiques de part et d'autre. Voilà. Eh bien, Marc-Olivier Feugiel, BFM TV, a décidé de lui interdire. Elle ne pourra plus remettre les pieds à BFM TV. Mais attends, on est où là? Oui. Eh bien, on est en France, dans un pays qui censure massivement, contrairement à ce qu'il est proclamé tous les jours. Et TV Liberté, on sait quelque chose. Mais, oui, Pierre, vous en savez quelque chose, bien sûr. Mon cher Pierre, mais alors, faillite d'entreprise, est-ce que des États ne sont pas menacés aussi? Enfin, mais les États sont menacés totalement. Le président du Conseil belge nous a dit que la Belgique est en faillite. Alors, vous l'avez là, parce que je l'avais... Ah ben si, je l'ai, tiens. Oui, vous l'avez? Oui, vous l'avez? Grâce au vert, dit-il. Oui, c'est ça. Oui, allez, je vous en prie. D'accord. Le Premier ministre belge a expliqué, donc, parce qu'on c'est le même... que l'hiver 2022 allait être rude et que les citoyens devront faire des efforts car le pays est en situation de guerre. Non, monsieur Belge, monsieur le Premier ministre. Il n'a jamais déclaré la guerre à la Russie. La Belgique n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine ni à la Russie, à la Russie, pardon, que je sache. Donc, que vous soyez des valets des Américains corrompus, oui, ça c'est sûr. Voilà. Même les huissiers de justice belges qui saisissent les gens pour les factures impayées l'ont constaté. Des ménages à 2 revenus n'arrivent plus à manger correctement en raison de la hausse de leurs factures d'énergie. Voilà, les huissiers tirent la sonnette d'alarme, 2 revenus, blabla, c'est sur 7 sur 7 dans le journal, vous allez le voir, ça date du 12 sur quotidien.com, c'est au 12 septembre. Voilà. Alors de son côté, parce que là, c'est la couche supplémentaire. C'est la couche flamande, j'ose dire. C'est Flammenkirche, je sais pas quoi. De son côté, donc, le maire d'Anvers, Bart de Wever, a déclaré que si la Belgique est arrivée à être, en 2022, dans la situation de la Grèce de 2009, eh bien, c'est à cause des Verts qui ont poussé depuis 30 ans à fermer les centrales pour passer au solaire et autres éoliennes. Voilà. Sauf qu'en Belgique, le soleil n'est pas le même qu'en Grèce. C'est les mecs qui sont bêtes quand même. C'est quand même. Alors il y a un ange qui passe là, avec 2 panneaux solaires dans le dos. Très bien. Très bien. À Bruxelles, le soleil brille 1580 heures par an. Et à Athènes 10 heures de plus qu'à Londres. Donc c'est quand même. Alors qu'à Cannes, le soleil de 2021 par exemple, c'est le chiffre exact que je vais chercher, 2718 heures. Ah oui, évidemment. Voilà. Donc c'est quand même 1200 heures de plus à Cannes. Athènes, je ne sais pas, ça doit être encore plus, et Istanbul encore plus. Sans doute. Voilà, donc ils n'ont pas de problème. Ce que je veux dire par là, c'est que cette crise énergétique ne touche que l'Europe, elle ne touche absolument pas les États-Unis. Oui, mais c'est intéressant de savoir ça. Non, je veux dire, les PME américaines ne sont pas confrontées. C'est pour ça que Bloomberg parle du Lehman Brothers Event Energy en Europe, mais pas aux États-Unis. Et alors, pendant ce temps-là, les ménages français commencent à le ressentir. Vous signalez dans la revue de presse que l'augmentation des incidents de paiement des déclarations auprès de la Banque de France par les banques commerciales a concerné 58 135 personnes exactement, c'est-à-dire 30% de hausse par rapport à 2021.
les ménages français ont du mal à... Oui, et ça va être encore pire en 2023. 2023, oui. Donc le mois d'octobre, novembre, décembre vont être très difficiles à passer. Je ne sais pas comment Macron et Madame Borne vont maîtriser tout ça, maîtriser les gilets jaunes, bonnets rouges, gilets bruns et je sais quoi et pull au vert violet. Je ne sais pas comment ils vont faire, très, très sincèrement. À coup d'aide, certainement, comme les Anglais, parce que les gouvernements sont en train d'acheter la paix sociale, hein, tout simplement. C'est ça. Hein, mais voilà. est-ce qu'ils... Mais ils vont augmenter les impôts, par définition. Mais oui, voilà. Ou, alors, augmenter les emprunts, fini. C'est-à-dire que... Et on revient sur le cercle vicieux. Mais on revient à nouveau à la planche à billets. Voilà. Parce que la paix sociale se finance en effet par les impôts, mais aussi par l'inflation. Vous avez vu que l'inflation avait fait rentrer 24 milliards supplémentaires par rapport à la loi de finances 2022. Mais nous sommes la Grèce, comme le dit le Premier ministre belge. Pour son pays, nous sommes la Grèce. Moi je dis la France, ça va être la 2023, c'est la Grèce. Enfin, on y est déjà. Hein, donc tout ça, ce n'est qu'une histoire de maquillage. Alors tiens. Nous allons faire, mon cher Pierre, peut-être une petite alors pause. Juste deux infos, hein, parce que regardez bien, parce que alors Israël, les députés israéliens ont voté une loi pour limiter les sommes. Le cash. Oui, le cash. Oui. Que vous pourrez garder chez vous. Le liquide. Que les Israéliens pourront garder chez vous. Chez eux, pardon. Oui, mais ça veut dire qu'il faut aller chez les gens, contrôler. Mais comment est-ce qu'on peut faire Si Israël a été le premier pays à instaurer les confinements violents sous prétexte bidon du Covid-19, je rappelle que seul Pfizer avait le droit de vendre ses vaccins en Israël, on tire peut-être une piste intéressante ici, et à martyriser sa population, les autorités ont profité de la période on passe sous le radar, c'est-à-dire 15 août, comme d'hab, pour voter une nouvelle loi qui interdit, limite, l'usage, encore plus l'usage de l'argent liquide par les citoyens. Voilà. Ça, c'est Davos. Alors, une nouvelle loi, voilà. Donc, vous ne pourrez pas avoir plus de 6 000 nouveaux shekels chez eux, voilà. In cash or bank checks for transaction, entre deux personnes ou avec une entreprise. Le seuil des transferts entre individus privés sera de 4 400 $. Au lieu de 14 700 $ aujourd'hui. L'équivalent de américain. D'accord, oui. Voilà. En shekel. Non mais c'est comme... Le prétexte donné, alors écoutez bien, le prétexte, hein, c'est toujours le même. Hein. Oui. Le prétexte donné, bien entendu, les dealers de drogue, alors qu'en réalité, c'est une suppression totale de liberté de la population, dont la population bénéficiait dans cette région depuis 2400 ans. C'est toujours la morale. Oui, c'est la moraline. La moraline. Le Covid, c'est pour ne pas contaminer les autres. Bien sûr. Le cash, c'est pour que les gangsters n'en profitent pas. Mais ils ont bien d'autres solutions, les gangsters, on le sait depuis très longtemps. Alors, regardez bien, la nouvelle loi a tout prévu. Il sera interdit aux Israéliens de stocker pour plus de 200 000 shekels, c'est-à-dire 58 000 € chez eux en billets de banque. Voilà. Donc là, au moins, c'est clair, net et précis. Oui, c'est pas en... Non, tout ce qu'ils font en Israël, ça nous arrive. C'est leur labo. Hein, c'est comme la Grèce. Ouais. Ça a été le labo pour Davos, etc. Là, Israël, ça c'est le grand labo. Hein, on va dire ça comme ça. Moralité, donc si vous voulez savoir quelles seront les nouvelles lois qui sont proposées au vote dans tous les parlements européens bientôt, il suffit simplement de regarder ce qui se passe dans le parlement de Tel Aviv. Voilà. Et alors, justement, juste avant la pause, regardez bien, ça date du 5 septembre. Donc, confirmation nouvelle de cette revue, de ma revue de presse, hein, par définition, et du livre 777. Vous avez le grand patron qui fabrique des machines, de distributeurs, etc. Le liquide n'a plus que 5 ans à vivre. C'est sa déclaration ? Cash, oui. Cash has just 5 years left, warns ATM boss. Voilà, donc grâce au confinement, les gens sont passés effectivement, parce qu'on leur avait dit que le Covid était sur les billets. Voilà. Là, considérez donc qu'en 2030, si les peuples ne se révoltent pas, ce sera en effet acté. Tout paiement sera effectué avec une puce ou dans une carte de crédit ou sans carte de crédit dans la main. Parce que ça aussi, ils sont en train de faire les tests. Hein. On a déjà parlé ensemble. J'ai fait un petit test très intéressant. Oui. Je dialoguais avec une vendeuse de supermarché dans un département que je ne citerai pas. Oui. Et je payais en carte. Et elle me disait, vous savez, la majorité des gens me payent en liquide. Ah bon ? Mais oui. Et alors, pourquoi ? C'est un département rural, en France. Encore une fois, je ne le dénoncerai pas. Oui. Mais... C'est pas dénoncé, c'est un fait, je veux dire. Mais c'est un fait.
Pourquoi? Parce qu'ils ont un petit boulot, et puis à côté, ils travaillent. C'est un département où il y a beaucoup d'agriculteurs, d'artisans, de gens modestes, et ils ont tous un petit boulot qui leur permet de survivre. Vous voulez dire qu'ils ont deux boulots? Ben voilà. D'accord. Voilà. Bah, c'est comme aux États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que si on leur interdit le cash, oui. on va les tuer. On va les empêcher de bouffer. Pardon. Mais c'est ce qu'ils veulent. Bon. Mais Olivier, mais c'est ce que veut Davos. Oui. Mais c'est ce que veut Klaus Schwab. C'est ce qu'ils veulent tous. Suppression des libertés, installation dans traquage suivi par votre téléphone, vos achats limités. Et j'en ai déjà parlé, moi j'en ai parlé il y a déjà 3 ans. Et le compteur Linky ? Oui, compteur liquide. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, Bill Gates veut amener un nouveau truc. Il veut vraiment l'imposer. C'est-à-dire qu'avec vos achats carte bleue, grâce à vos paiements avec vos cartes bleues, la banque sait ce que vous achetez, grosso modo. Et donc, si elle décèle que vous avez dépassé votre empreinte carbone, votre carte s'arrête. Voilà. C'est ce qu'ils veulent. Ouais, il y a déjà une banque, d'ailleurs, lors de la dernière réunion de Davos, je ne sais plus, je crois que c'est le patron de... Oui, je me souviens. C'est le PDG de Nokia qui en a parlé. Nokia, oui. Voilà. Portable. Alors, nous allons conclure très provisoirement cette première partie sur la phrase de Warren Buffett que j'ai déjà citée, mais sur laquelle je reviens. Oui. C'est une guerre entre riches et pauvres, et nous sommes en train de la gagner. Ah oui, non, ils sont en train de la gagner. Mais attendez, là, après le confinement, ils l'ont gagné. C'est-à-dire que cette guerre des riches contre les pauvres, ils l'ont gagnée avec les confinements. Mais grâce à M. Davos, M. Klaus Schwab, qui... regardez, Liz Truss, la nouvelle première ministre anglaise, oui. C'est une fille Davos. Oui. La première ministre finnoise, ou finlandaise, oui, c'est pareil. Finnoise, finlandaise. Finnois désigne la langue. Oui, c'est ça. C'est une fille Davos. Macron est un garçon Davos. Ils sont tous sortis du biberon Klaus Schwab. Un fils. Non, quand je dis fils, ils sortent de l'école Davos. C'est-à-dire qu'ils ont été intégrés par Davos, contrôlés par Davos depuis le départ de leur carrière. C'est ça que je veux dire. Je dis que c'est des enfants de Davos, voilà, qu'on se comprenne bien. Voilà. Alors, Pierre Jovanovic, nous reprenons cette revue de presse qui est d'une grande richesse d'informations. Qui est très énergisante. Vous étiez sur Davos et l'idéologie de Davos, et notamment la davocratie qui a infecté pratiquement tous les gouvernements européens. Or, écoutez ce que dit la ministre des Finances de l'Allemagne, Madame Baerbock. Oui, très intéressant. C'est énorme. On lui pose une question sur l'Ukraine et ses effets désastreux. C'est récent, précisons que c'est récent. C'est tout récent, voilà. C'est 9 septembre. Voilà. On lui pose une question sur les effets désastreux de la guerre en Ukraine sur l'économie allemande. Voici la réponse de la dame. Peu importe ce que pensent mes électeurs, ou à quel point la vie deviendra dure. Incroyable. Je mettrai toujours l'Ukraine en premier. Voilà. C'est la trahison des peuples. Élites. Oui, les élites trahissent le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme Macron. En fait, voilà, ils se font élire parce qu'ils contrôlent tous les médias, bien entendu. Et à un moment donné, en fait, leur vrai visage apparaît. Là, c'est le cas de. Un élu n'a d'autre mandat que de penser à ses électeurs. Point. Mais non, mais c'est honteux. Je veux dire, je ne comprends même pas qu'elle se soit pas fait massacrer ensuite par tous les gens présents sur le plateau de télé, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ouais. L'Ukraine avant, mais moi je m'en fous de l'Ukraine. Ça nous concerne pas, l'Ukraine. On n'a pas déclaré la guerre à la Russie. En plus, la moitié de l'Ukraine, je parle des terres, appartiennent aux Américains. Ou à majoritairement des Américains. Non, ça, et une partie du fils Biden, justement. Là, il faut dire à nos téléspectateurs qui possède les terres ukrainiennes. Je crois que vous avez mis ça de côté. Oui, le premier détenteur, sur votre revue de presse, mon cher Pierre, des terres agricoles est Kernel. Kernel, propriété d'un citoyen ukrainien, mais déclaré au Luxembourg, avec environ 570 500 hectares. Suivi par Ukraine Land Farming,
Tiens, c'est de l'ukrainien, ça Hein oui, oui, bien sûr. 570 000 hectares aussi, la société d'investissement privé états-unienne NCH Capital. Bon. Ensuite, vous avez MHP, 370 000 hectares, et Astarta, 250 000 hectares. Et bien sûr, évidemment, un conglomérat saoudien, Continental Farmers, toujours dans la revue de presse de Pierre Jovanovic, avec 195 000 hectares, Saudi Agriculture and Livestock Investment Company. Précisons, attendez, précisons si vous voulez qu'au Parlement ukrainien, une loi a été votée en catimini, comme en France, vous savez, à 3h du matin ou au 15 août, avec pas au 15 août, au 25 au 22 décembre, comme d'habitude, voilà, pour que ça passe inaperçu. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont permis à des sociétés étrangères d'acquérir des surfaces encore plus importantes de terres. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que même 60% des terres ukrainiennes, agricoles, arables, bien sûr, appartiennent effectivement à des sociétés américaines ou anglaises ou australiennes ou même saoudiennes. Dans ce cas-là, ce sont des terres arabes. Voilà. Non pas des terres arabes. Je donne le lien, vous pouvez vérifier tout ça. Et attendez, il y a encore deux firmes. Oui. C'est Monsanto. Évidemment, Monsanto. Et puis Bayer, Monsanto, Bayer, bien sûr. Yara. Et Cargill. Cargill, où travaille M. Sarkozy, le frère. Voilà. Donc, Cargill, qui est un rapace, un vautour financier de New York. Donc, en réalité, les Américains font tuer des Ukrainiens pour défendre leurs propriétés agricoles, en quelque sorte. Alors, puisqu'on parle de l'Ukraine, justement, la seule journaliste qui a fait le travail pour dénoncer les nazis ukrainiens, et cela depuis 2014, parce que quand même, précisons que tout ce cirque, ça date depuis 2014, elle a payé de sa poche, et là c'est au sens propre du terme, de son soutien, entre guillemets, c'est même pas un soutien, je veux dire, elle rapporte les faits tels qu'ils sont. Mais qui bénéficie effectivement à la politique de Vladimir Poutine. Voilà, vous allez voir la photo derrière nous, ça date du 18 juillet. La Société Générale lui a fermé son compte. Lui a suspendu son compte bancaire pendant 38 jours. Mais je soupçonne ici le travail d'un robot qui a décimé tous les comptes plus ou moins en relation avec la Russie, bien sûr. Mais quand même, là où la Macronie a frappé très fort, c'est en décourageant la Sorbonne de renouveler son contrat alors qu'elle y collaborait depuis 15 ans. Voilà. À mettre en parallèle avec l'université d'Assas qui, elle, a été encouragée à accueillir immédiatement l'ancien ministre de l'Éducation qui a échoué à se faire élire, monsieur Blanquer, de souvenir. Vous voyez, Bill Gates n'a même pas été obligé de s'y coller, la Macronie a fait le travail, on se croirait en 1943 en pleine collaboration. Voilà. Mais c'est incroyable. Alors tiens, puisqu'on parle de collaboration, moi Kevin, j'étais très surpris de découvrir Christine Ockrent, la reine Ockrent, faire des ménages pour la pourriture des banques. Aussi pourrie que la banque postale, c'est la banque N26. Voilà. Dont nous avons déjà parlé d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Sachant que cette banque allemande est connue pour voler ses clients en plein jour. Je vous ai donné... Même ici, dans la vidéo, mais surtout sur la revue de presse écrite sur Quotidien, je vous ai donné maints exemples. Je veux dire, même la presse régionale a dénoncé ces activités criminelles, tout comme, je la salue ici, parce qu'elle l'a fait, Apolline de Malherbe, sur BFM. Ou RMC, elle l'a fait sur RMC. Mais elle l'a fait, donc il faut face à toutes ces attaques, dont les nôtres, bien entendu, qu'a fait N26, il leur fallait trouver une chaîne pour répondre. Et la seule qui a accepté, incroyable, c'est celle de Christine Ockrent. Moi, je rappelle quand même qu'elle est PDG, me semble-t-il, du conglomérat France 24. Il me semble, je veux vérifier. Voilà. Et attention, elle n'a pas laissé un stagiaire inconnu s'y coller. Non, elle l'a fait elle-même. Vous allez voir la photo derrière nous. Voilà. Alors N26, du coup, on a profité pour inonder le web avec des pages bidons à sa gloire. Alors là, waouh, c'est quand même incroyable, quoi. Alors là, je donne le cas. Alors ça, vous retrouverez, c'est le 25 juillet, j'ai pas le temps de tout lire. C'est notre lecteur Lionel qui a ouvert un compte à la N26 en 2018. Voilà. Du jour au lendemain, on m'a clôturé mon compte sur lequel j'avais plus de 4 000 €. Voilà. Il faut que je leur prouve l'origine des fonds avec un courrier de mon comptable. Alors, voici une partie du message qu'il a reçu.
c'est à décourager n'importe qui. Hein, voilà. Alors je donne la liste. Hein. Alors ils veulent le certificat de votre chien, votre thème astral, celui de votre grand-mère, votre numéro de tatouage BCG et ainsi de suite. Enfin des trucs, des certificats de comptable, d'expert comptable, de votre radiologue. Enfin, tout pour pas vous rendre l'argent. N26, bande d'escrocs. Pardon. Mais non, mais parce que N26, c'est Banque Postale, c'est la même chose. Mais voilà. Banque Postale, en ce moment, envoie aux personnes qui ont plus de 80 ans... Ils ferment les PEL. Oui, non mais attends, ils envoient des cartes bleues infinites. Vous savez, la visa infinite pour les ultra riches. Hein, vous savez, celle qui vous permet de soi-disant voyager plus qu'avec une visa premier. N'importe quoi. 340 € de mémoire, de cotisation annuelle. Et ils l'envoient à tous ceux qui ont 80 ans et plus. Et pourquoi? Là, sur Twitter, il y a un lecteur a balancé la photo avec le numéro de la carte et tout. Et la Banque Postale, du coup, sur Twitter, ils se sont... Ah oui, peut-être, on n'aurait pas dû. Bande d'enfoirés. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Ils ont ciblé les personnes âgées qui ne peuvent... Abus de faiblesse. Bien sûr. Abus de faiblesse, Banque Postale, bande de pourriture. Nous sommes à la sainte colère de Pierre Javanel. Enfin bref, Christine O'Krent aussi. Christine O'Krent fait des ménages. C'est l'abus de faiblesse caractérisé. Mais bien sûr. Et alors que N26, N26, Banque Postale, même combat. Ils devraient fusionner les deux. Hein. Banque Postale, racheter N26, alors on serait bien ensemble. Hein. Alors, mais c'est incroyable, quoi. Est-ce que c'est la Banque Postale qui fait fermer les PEL aussi? Ah non, mais là, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes veut faire... on en a déjà parlé ensemble. On va revenir. Mais juste, puisqu'on a parlé de ça, alors c'est Boursorama. Alors regardez bien. Alors, tiens, un autre exemple, on est dans le tas là, regardez bien. Alors, c'est notre lecteur Guy. Alors, en souhaitant retirer du cash avant de partir en vacances, donc là, c'est du 11 juillet, hein, vous allez sur quotidien.fr. Je me rends compte que la Société Générale Boursorama me demande d'avoir 45 000 € d'encours pour des retraites supérieures à 1 800 €. Waouh! Alors, vous allez voir la photo derrière nous. Hein, mais qui a 40 000 Eh bien oui, il faut empêcher les clients de retirer leur argent en liquide. Bien sûr. Ce qui veut implicitement dire que si notre lecteur a 20 000 € sur son compte, il ne pourra les retirer que petit à petit. C'est-à-dire à coût à coût de 200 €, etc. Mais c'est dingue. Ça vous prouve une nouvelle fois qu'en fait tout ça, c'est ils empêchent les gens de sortir le cash. Voilà. Oui, bien sûr. Parce que tant que le cash reste sur votre banque, c'est à elle. C'est pas à vous. C'est aussi bête que ça. Voilà. Donc, la seule manière de sortir, c'est d'acheter de l'or physique, de l'immobilier, une terre, n'importe quoi, une Ferrari, n'importe quoi, mais au moins vous avez de le physique à la place. Une Lamborghini comme M. Dupond-Moretti. Ou une Lamborghini, là. Non, Maserati. Non. Ah, il me semble que. Ah bon? Il me semble que. Alors, donc, non, lui, il est Maserati. Dupond-Maserati. Oui, donc il faut l'appeler Dupond-Maserati maintenant. Je crois d'ailleurs que c'est son surnom. C'est Dupond-Maserati. Tout à fait. J'étais sur la Lamborghini. Moi. Non, mais vous vous rendez compte? Alors, vous retrouvez tout ça. Hein, Christine, vous avez toutes les photos. Hein, on salue Christine O'Krent, hein, la reine O'Krent qui maintenant fait des ménages. Il faudrait qu'on lui achète une pelle et un balai, tiens. Voilà, alors tiens, puisqu'on est dans toutes les arnaques de la Banque Postale, alors attends, où est-ce que j'ai mis Alors, les arnaques de la Banque Postale, c'est vous qui les avez ou c'est moi? Vous les avez en double. Où est-ce que c'est? Enfin, vous me parlez quelque part de ces PEL qui sont fermés autoritairement. Est-ce que je me trompe? Non, ils ferment par exemple, là, puisque vous parliez des PEL, alors là, je le dis à tous nos lecteurs, ne vous laissez pas faire. Vous avez un vieux plan d'épargne logement, assurance vie, etc., avec des taux d'intérêt à 3, 4, 5%, etc. Intéressant. Alors là, bien sûr, attends, ça fait quand même 15 ans de taux négatifs. Oui. De taux zéro, je veux dire. De taux zéro. Donc évidemment, ils sont gagnants. Et là, regardez bien, la Banque Postale et le Crédit Agricole avaient déjà commencé à stopper les contrats, sans même le dire aux clients, les raisons. Comptant sur le fait que sur 1 million, seuls 10 éventuellement ou 100 porteront l'affaire devant la justice. Et maintenant, même la BNP s'y met. Alors tiens, je vous lis, c'est notre lecteur Sébastien. Dans mon compte BNP, j'avais un PEL à 2,5. C'est pas grand-chose, hein. Oui. Enfin... depuis 2012, donc techniquement valable jusqu'en 2027, la BNP a tout simplement décidé de clôturer mon compte, et cela malgré 20 ans de clientèle sans histoire. Voilà, j'ai lancé une réclamation, mais sans espérer grand-chose, évidemment. Voilà. Non, un beau jour, je découvre, voilà.
être titulaire d'un compte épargne crédité du montant de mon PEL. Oui, ils l'ont transféré sur le compte. Hors intérêt. Ah oui. Et ils ont braqué ses intérêts quand même. Ils l'ont transféré sur le... C'est ça. C'est non, mais voilà, même la BNP commence à faire des coups foireux comme la Société Générale et tout ça, mais c'est quand même incroyable, quoi. Ouais. Alors là, vous avez un papier très intéressant. Alors je dis simplement, alors tiens, vous allez comprendre. Les banquiers se sont cachés derrière la Cour des comptes, modèle de vertu, n'est-ce pas, qui dénonce mais ne punit jamais. Les vieux plans d'épargne logement sont dans le viseur. La Cour de compte demande que la rémunération soit réduite pour tenir compte de son coût pour l'État et les banques, donc tous les PEL avant 2015. L'argent placé sur un PEL rapportait plus de 2%. Son rendement était même monté à 3,27 de 2000 à 2003 et dépassait les 4% en 1994. Oui. Des rémunérations dont profitent encore certains épargnants. Oui. Plutôt que de les laisser... non, il faut les braquer. Oui. Même Pablo Escobar était plus honnête. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, les mecs, ils signent un contrat et puis ensuite, tiens, disniquer ton contrat, clac, on le déchire en deux. Eh ben, oui. Non, mais vous vous rendez compte ? Non, ils prennent non seulement un malin plaisir à voler les Français, mais en plus, ils les humilient. Voilà ce que font les banques. Oui, parce que c'est humiliant. Voilà, et si vous leur faites un procès, elles vous ferment votre compte. Et après, vous vous retrouvez à la Banque Postale. Oui, mais c'est humiliant. C'est d'ailleurs ce que ressentent une bonne partie de nos compatriotes. Cette humiliation permanente des élites et de l'État. Vous savez, je crois que... pour les Gilets jaunes, j'ai cherché un petit peu à comprendre. J'ai rencontré des gens. Je suis allé voir des gens dans le pays réel. Je me suis aperçu que ce qui revenait au premier rang, ce n'était pas tant la taxation, la réglementation, c'était le mépris. Oui. Ils ressentent de la part des élites un mépris à total, leur endroit. Mais qui est symbolisé par Macron, magnifique. Ouais, bien sûr. Magnifique. Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Alors tiens, juste, puisqu'on était dans les escroqueries de la Banque Postale, je vous fais très vite. Hein. Alors, comment forcer la Banque Postale à vous rendre votre argent? Alors, un de nos lecteurs, donc Michael, j'ai perdu mon porte-monnaie samedi, blabla, avec mes papiers, etc. Je me rends lundi à la Postale pour retirer de l'argent, 700 €. Mais on me le refuse, sous prétexte que je dois être déjà bien content de pouvoir retirer un peu sans ma carte bleue. Alors que son compte est approvisionné. Je ne comprends pas et explique que j'ai de l'argent sur mon compte et que j'en ai besoin absolument ce jour. Évidemment, il n'a pas de carte bleue, le type. Ouais. Les dames d'accueil, enfin les espèces de pétasses là qui sont là, l'espèce bon, je ne dis rien, me jurent que le système informatique les empêche de retirer plus de 200 €. Vous avez entendu? Impossible de retirer plus de 200 € sur votre compte en liquide, hein. Voilà, si vous allez au guichet. Par sécurité. Puisqu'il a fait en plus opposition à sa carte, mais ça change rien, il est dans sa banque. Et alors, donc, j'ai donc interdit à tout client derrière moi d'arriver au guichet, et j'ai invité les guichetières à appeler la police, ou leur supérieur. Voilà. Évidemment, elles ont finalement appelé le supérieur, qui évidemment a fait le retrait de 700 € sans broncher. Voilà. Donc là, vous avez des photos, hein, ça date du 12 septembre. Donc vous avez des photos même de distributeurs. Ouais. Ah ben on n'a pas d'argent, suite à une grève de la Banque de France. Il n'y a jamais de grève à la Banque de France, c'est n'importe quoi. Enfin bon, tout est bon pour ne pas donner l'argent aux gens. Je défendrai un petit peu la personne de premier rang, parce qu'elle est elle-même victime d'une dépression qui exerce sur elle sa hiérarchie. Non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, franchement, bon. Elle ne mérite que le mépris le plus total. Je veux dire, parce qu'elles-mêmes, elles peuvent sans doute retirer tout l'argent qu'elles veulent, mais elles interdisent à leurs clients. Et très souvent, des gens en ont besoin. Voilà. Alors, tiens, notre lecteur Vasile. À chaque passage au guichet de la Banque Postale, on me demande de ramener l'avis d'imposition. Ah oui, c'est scandaleux, ça. C'est absolument l'avis scandaleux. L'avis d'imposition pour retirer votre argent, mais je suis passé à 2 agences séparées. C'est systématique. La personne au guichet formule la même demande. Ramener l'avis d'imposition. Comme je l'ai expliqué maintes fois, la Banque Postale doit empêcher à tout prix ses clients de retirer leur argent. Et pour acheter le silence des médias. Oui. La Banque Postale passe plein de pubs dans Le Point, Le Figaro, etc. Sur BFM. Bien sûr. Des pubs de blub. Voilà. Mais c'est comme ça qu'ils achètent le silence des médias. Ouais. Des grands médias. Ouais. Donc nous, on est les seuls à dénoncer, à vraiment dire ce qui se passe. D'autant que, où est la loi? Quelle est la loi? Si on vous demande votre déclaration de revenus,
Quelle est la loi qui oblige à présenter ça à une banque? Bah oui. Dès lors que vous ne faites Il n'y a pas pas de loi. d'emprunt. Vous avez votre carte d'identité, basta, ça suffit. Alors, vous savez que cet été au Liban, justement, la même chose s'est passée. Il y a un homme qui est allé dans sa banque, il a voulu récupérer ses 35 000 dollars ou je sais pas quoi. Et ils ont refusé. Ils ont refusé. Il les a pris en otage. C'est-à-dire qu'il est rentré avec sa Kalachnikov, il les a pris en otage. On va voir un extrait parce que là, toutes les infos. Il est devenu un héros au Liban. Parce qu'il a fait tout ce que les Libanais n'ont pas pu faire. Rentrer dans la banque avec une Kalachnikov. Non mais c'est dingue. Vous braquez les banquiers qui vous ont volé votre argent. C'est le monde à l'envers. C'est Lucky Luke à l'envers. C'est les Dalton à l'envers. Alors est-ce que c'était 35 000 $ si vous réalisez. Ou 35 000 livres libanaises? Non, 35 000 $. Enfin, et donc il voulait récupérer une partie. D'accord. Vous savez bien que les banques libanaises ont fait faillite. Je sais bien. Rappelez-vous mon reportage. Voilà. Et même à l'époque, toute la presse française, c'est silence total. Le gouverneur de la banque du Liban n'est toujours pas... Quel escroc celui-là. En prison. Son frère a été mis en prison. Ah, son frère. Son frère a été mis en prison. Oui. Parce qu'il a servi de prête-nom à son frère. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est dingue. Et pendant ce temps-là, vous le signalez, c'est une autre... Tiens, puisque vous parlez du Liban. Parlons-en, mais... non, mais ça, c'est drôle. Une incident. Quand même, le taux d'usure est en train de remonter. Hein. De toute façon, maintenant, ils vont remonter. Mais l'inflation va toujours être plus rapide que les taux, par définition. Ouais. Donc, on sera toujours en taux négatif. Ouais. C'est ça que je veux dire. À Beyrouth, la juge Ghadad Aoun, qui a mis en prison le frère du gouverneur de la Banque centrale et qui a réalisé des descentes, a provoqué le courroux des privilégiés, des salariés de la banque. Ne riez pas, ils se sont mis en grève. Allez, très bonne celle-là, c'est excellent. Ils se sont mis en grève pour protester contre l'action de la juge incorruptible. Oui. Non mais attends, il y a qu'au Liban que tu peux voir ça, quoi. Ouais. C'est complètement fou. Non mais... Je crains malheureusement que ça nous arrive. Peut-être pas l'Italie d'ailleurs, enfin, ne soyons pas trop méchants avec la descente escortée, la descente de la juge escortée par des agents de la sécurité, institution elle-même chapeautée par un proche de Babda, alors je sais pas qui c'est là, n'a pas abouti à la localisation de Monsieur Salamé, mais a provoqué en revanche la colère des employés de l'institution qui ont décrété une grève en signe de protestation. Alors le gouverneur s'est planqué dans une armoire dans la banque centrale. Donc il y avait la police qui cherchait le mec dans toute la banque. C'était dans une armoire. Non mais c'était un coffre. Dans un coffre, dans une banque. Je vois la scène. C'est un vrai film. Mais c'est complètement dingue. Mais on est arrivé à un niveau de corruption, mais c'est complètement fou. Nous aurions, mais c'est tragique. Non mais attends, même dans un livre, on l'aurait pas cru ça. Non. Vous êtes d'accord? Non, oui, tout à fait. Bref. Si Madame la juge réussit à emprisonner Riyad Salamé, il a détourné des fonds vers la Belgique, la France, le Luxembourg, Monaco, l'Allemagne, vers les paradis fiscaux des îles Vierges. Et que c'est le mec... Attends, il a toutes les décorations de tous les paradis fiscaux du gouverneur de la Banque centrale. Incroyable. Alors toute la chaîne va tomber, évidemment, raison pour laquelle les salariés de la banque, qui ont couvert ces escroqueries, avec ses frères, commencent à paniquer. Voilà. C'était dans l'Orient le jour, donc le grand quotidien de Beyrouth qu'on salue. On salue l'Orient le jour et la nuit. Voilà. D'ailleurs, ça me permet de vous prouver que même Paris Match est devenu un journal de vendu, puisqu'ils ont accordé une grande interview à Riyad Salamé, qui avait voulu répondre à mon reportage à Beyrouth et à notre émission avec Martial. Donc, il a acheté son passage dans Paris Match. Parce que je ne vois pas pourquoi Paris Match aurait d'un seul coup. Et le titre de Paris Match, vous allez le voir derrière nous, le Liban n'est pas en faillite. Je rappelle que le Liban, c'est l'anagramme de bilan. Oui, en effet. Le bilan est négatif. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, alors, non mais c'est intéressant. Oui. Alors justement, vous évoquez les médias, vous évoquez... je crois que nos téléspectateurs seront intéressés de savoir que Facebook censure les informations économiques maintenant. Ah non mais maintenant, attendez, ils ont censuré le Covid, les vaccinations, les antivax, tout. Et maintenant, on franchit un nouveau cran. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflation aux États-Unis.
Ah donc, bon voilà. Ah, il n'y a Non, pas il n'y a pas d'inflation. Voilà. Et donc Facebook a décidé. Alors vous l'avez l'info parce que je ne le vois pas trop. Moi. Je sais pas où. Je le viens Moi j'ai d'avoir Vogue. passé. Ah oui, je viens d'avoir passé, elle m'échappe. Écoutez, pendant que vous la regardez, j'ai Vogue, parce que puisqu'on est dans les banquiers qui font grève avec une coupe de champagne. Alors là, attention, attends, puisqu'on parle d'inflation. Oui. Hein, ça ne se passe pas en Angleterre, mais aux États-Unis. Donc Anna Wintour, la célébrissime, je l'ai rencontrée une fois au Meurice, rédactrice en chef. De ses fréquentations. Oui, non, mais vraiment, c'est parce qu'elle était assise à côté de moi au bar. Hein, voilà. Le diable s'habille en Prada, pour référence, la référence cinéma. Voilà, c'est elle. Voilà. Eh bien, elle a dû gérer une révolte de ces journalistes qui rédigent le magazine Vogue. Donc, c'est le groupe Condé Nast. Voilà. Imaginez qu'ils se sont mis en grève pour demander des hausses de salaire, les manants. Les syndicalistes ont écrit, je cite, chers spectateurs, écoutez bien, le prestige ne paye pas les repas. C'est beau, non? C'est beau. Ça vient des journalistes de Vogue. Hein. C'est génial. Ils sont employés de Vogue, ils n'arrivent pas à... Non. Même les pires syndicalistes de Sudrail, qu'on salue, hein, Sudrail, CGT, etc., ne l'avaient pas inventée, celle-là. Je vous propose de la garder, hein, Sudrail, parce que celle-là, hein, le prestige ne paye pas les repas, hein, si jamais les conducteurs TGV font grève. Voilà. Ils reviennent sur Terre et découvrent la réalité après avoir vécu dans un monde qui n'était pas le leur, entre Prada, Chanel, Yves Saint-Laurent, les Kardashians, les yachts de luxe. Vogue magazine chief Anna Wintour faces staff revolt over pay. Tadam! Non mais vous vous rendez compte, c'est une révolution, ça s'est jamais vu. À Vogue. Oui, Vogue. Oui. Alors, il y a le fameux photographe qui vient de mourir d'ailleurs, qui a inventé, qui a fait un travail magnifique avec pour Vogue en mettant les mannequins dans la rue, etc. Klein, non? Klein, c'est ça, je crois William Klein. William Klein. Ma bonne dame, si les domestiques se révoltent, où va-t-on? Hein? On se demande. Hein. Il n'existait aucun syndicat chez Condé Nast tellement ils étaient bien payés. Maintenant ils en ont un. Maintenant ils en ont un. Hyperinflation, voilà. Mais la Maison-Blanche dit non, il n'y a pas d'inflation. Non. C'est Biden, mais déjà lui, il plane le Biden. Hein, ça fait la transition avec la censure de Facebook que j'évoquais et que vous citez dans votre revue de presse. J'ai retrouvé l'information. Facebook est devenu un outil d'espionnage gouvernemental, ça on le savait. Oui. Mais désormais les gouvernements s'en servent pour tout et n'importe quoi, ce qui est totalement alarmant. Non content d'avoir effacé tous les messages et profils de ceux qui se sont immédiatement opposés à la vaccination obligatoire, dites-vous, maintenant, la Maison-Blanche a décidé de s'attaquer à tous ceux qui donnent des informations économiques contraires à celles que donne le sénile Biden. Ah bah ça va nous tomber dessus hein, à un moment donné. Hein, parce qu'après la vaccination, ça va être l'économie, hein, c'est clair. Hein, voilà. Alors tiens, juste puisqu'on parlait de Vogue, vous vous souvenez de la grève des photographes accrédités à l'Élysée? Donc ils s'étaient mis en randonnion et ils avaient posé leurs appareils photo devant François Hollande ou je ne sais plus qui, ou Chirac, peu importe. Bien. Là, je suggère aux journalistes de Biba, de Marie-Claire, de Elle, parce qu'à mon avis, elles ne sont pas mieux loties, hein, de se mettre en grève, exactement comme les journalistes de Vogue, qui ont déposé leur sac Chanel, Prada, au pied de Anna Wintour. Ils ont déposé tout leur sac de luxe à 15-20 000 euros. Quoi. Non mais attends. Non mais ça j'adore cette info parce que c'est tellement de notre époque, c'est ce qui nous arrive. Et ces mecs-là sont richement payés et ils se mettent en grève. Donc on voit bien qu'il y a une descente. C'est ce que j'ai toujours dit. Chaque classe sociale descend d'un cran, de plusieurs crans chaque année. Voilà. Donc c'est. Les Américains aiment beaucoup la sociologie. Vous savez, middle class, lower middle class. C'est ça. Upper middle class. Alors à chaque fois on descend d'un cran. Hein. Bah, c'est exactement ce que j'ai marqué, tu vois. Voilà. Même si Vogue se met en grève pour cause d'hyperinflation, on peut s'attendre à tout entre octobre et décembre 2022, puisque Vogue vous prouve que toutes les classes sociales descendent maintenant de plusieurs crans. Alors justement, ce qui domine votre revue de presse, c'est justement l'aspect crise sociale. Vous dites à un moment, nous sommes en 1788, sauf que maintenant ça a pris une dimension mondiale. Donc, oui, maintenant, c'est bon. Vous pensez que nous allons vers une crise sociale. Vous pensez on est déjà dans cette crise sociale. Nous y sommes déjà, mais est-ce que l'achat, justement, de la paix sociale à coups de millions n'y suffira pas?
Bah, il faudrait beaucoup de trilliards. 2 milliards. Il faudrait beaucoup de trilliards, beaucoup de planches à billets. Ouais. Mais le planche à billets entraîne l'hyperinflation. Bien et sûr. ainsi de suite. Donc tout ça va finir par exploser. L'inflation nécessite de remonter les taux. Pas trop non Seule plus. solution, une guerre. Je l'ai toujours dit. C'est leur seule solution. Oui, mais c'est terriblement alarmant ce que vous nous dites là, mon cher. Parce que... Attendez, 1790, 91, 92. La France est ruinée. Les caisses sont vides. D'accord. Ouais. Bonaparte, parce que c'est un planche à billets à fond la caisse. Oui, il n'est pas encore là, les assignats. Non, oui. d'abord, il y a les assignats. Ensuite, il y a les mandats nationaux. Ouais. Les assignats sont remplacés par les mandats nationaux. Plus personne n'en veut. Les gens s'entretuent. On se paye à coups de boutons, je l'ai déjà dit. Oui, les effet. boutons de confiance, Oui, les boutons de vareuse militaire, les boutons de confiance. Et à un moment donné, c'est un tel bins économique que, effectivement, Bonaparte est appelé au pouvoir. Oui. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Mais oui. qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné? Les caisses sont vides, il va faire la guerre aux Italiens, il va vider, voler tout l'or de Venise. Je le rappelle. Ouais. Il a volé l'or des Prussiens. Et je reviens un tout petit peu. Oui. Il est allé renflouer les caisses. Oui. Mais il a ruiné les Européens. Et il va faire, en 1803, avec l'aide de son ministre Gaudin, le franc germinal. Voilà. Il a dit, de mon vivant, plus jamais on utilisera la monnaie papier. Oui. Ça en écho à ce qui s'est passé avec les mandats nationaux, le franc avec l'assignat et le mandat national. Assis sur l'or, bien entendu. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'on oublie souvent, les fameux assignats qui ont connu la dépréciation, ils étaient assis sur les biens du clergé, saisis par... Non mais attendez, résumons la chose. On va imprimer, on va garantir nos billets de banque. On imagine, c'est un billet de banque. Et là, je vais aller voler votre BM. Je garantis ce billet par votre BM ou votre Citroën ou je sais pas, votre Porsche. J'ai pas de Porsche. J'ai pas de Porsche. Voilà, ce billet est garanti par votre Porsche. Bon, mais une fois qu'on a vendu la Porsche, on fait quoi? Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les révolutionnaires. Oui. Ils avaient plus d'argent. C'est pour ça que les assignats ne valaient plus rien. Oui. Mais c'est du vol. Ils ont volé quand même le Vatican. Oui, mais je voulais ajouter ceci. Bon, en même temps... Les biens du clergé, c'était la sécurité sociale de l'époque. Oui, et c'est ça le problème. Nous sommes entrés dans une misère considérable. Absolument. On oublie que le Directoire a été une période de misère pour le peuple, très grande, et qu'il a fallu attendre au moins Louis-Philippe pour que on remédie en partie, et surtout Napoléon III, à cette misère. Parce qu'on avait retiré le tapis sous les pieds des pauvres. Bien sûr. C'est l'Église qui s'occupait des pauvres. Ben voilà, les hôpitaux, les Mais le hospices. pape, n'oubliez pas, le pape a été très maladroit dans cette affaire. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Alors tiens, puisqu'on parle de tapis social, alors je vous parle de yacht. Décidément, entre les Porsche et les yachts, vous n'en mais c'est la même chose. Regardez ce qui s'est passé. Oui, j'ai vu. Regardez ce qui s'est passé. La banque JP Morgan n'avait pas hésité à prêter 20 millions de dollars à un oligarque russe, Dimitri Pompiansky, qui a fait fortune, comme son nom l'indique, dans les pipelines. Oui, Je n'ai même pas vu, ça ne s'invente pas. À l'industrie du pétrole, voilà. Principalement Gazprom. Donc, il est milliardaire. Voilà, techniquement, il est milliardaire, estimé à 2 milliards par Fortune Magazine et Forbes. Bon. C'est officiel. Voilà. Mais comme il a des sanctions américaines sur tous les proches de Poutine, il ne peut pas rembourser son prêt, pas parce qu'il refuse ou parce qu'il n'a pas l'argent, mais parce qu'il ne peut pas le faire techniquement. Il ne peut pas faire un virement à la JP Morgan. Non, mais devinez ce que vient d'arriver. Son yacht a été saisi à Gibraltar, on va voir l'image, à la demande de Jamie Dimon qui a signé les papiers. Voilà. Le bateau qui fait 72 mètres a été vendu à la criée par l'admiralité, je ne sais pas si c'est ça, l'admirauté, voilà, de Gibraltar. Voilà. Et donc, il y a eu 63 offres. Et donc, mais très au-dessus du prix de la dette. Ouais, c'est ça. De l'oligarque en question, n'est-ce pas ? Exactement. Voilà, il ne s'attendait pas. Voilà, mais sauf que le truc vaut 70 millions. Voilà, et comme les sanctions bancaires sont toujours en fonction, la banque va garder les 50 millions de différence. Voilà. Puisqu'ils ont pris les 20 millions. Et ils gardent les 50 millions. C'est du vol. C'est du vol, c'est les Dalton. On est dans un Lucky Luke modernisé. Voilà. Avant, on les nommait les voleurs de prairies. Mais oui, les voleurs de... C'est connu, hein, les voleurs de prairies. Et maintenant, on a les voleurs de yachts russes. Voilà. Non mais il faut le faire. Alors, puisqu'on est dans les yachts russes,
Enfin, c'est la même méthode qui est appliquée, écoutez bien. La Biélorussie, alliée de Vladimir Poutine, a été poussée à la faillite, non pas parce qu'elle ne pouvait pas payer ses engagements, mais parce qu'elle a été éjectée du système bancaire international. Oui, bien sûr. Oui, voilà, vous avez de l'argent pour payer, mais la banque vous empêche de déposer l'argent sur votre compte sur lequel une échéance va arriver. Voilà. Donc, depuis le 14 juillet 2022, la Biélorussie est officiellement en défaut de paiement sur ses dettes payables en dollars américains. Est-ce que c'est pas le cas de la Turquie, un peu? Non. La Turquie est quand même... Non. Sur le plan monétaire, elle subit les attaques du dollar, quand même. Non, elle subit l'attaque de la CIA, c'est pas pareil, et de la Fed. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Et n'oubliez pas, la Turquie, même si elle a beaucoup de problèmes, son taux d'endettement, il est de 30-35%. Oui, donc par rapport aux États-Unis qui sont endettés à 300 millions de pourcents, ou à la France qui est à 150%, ou à l'Italie qui est à 140%. Alors justement, je vous arrête. Pardonnez-moi, mais la Turquie, même s'ils ont une super inflation et que leur monnaie, ils s'en foutent parce que toutes les semaines, tous les mois, ils mettent à jour, donc ils s'en foutent totalement. Alors je vous arrête sur l'Italie, parce que vous avez évoqué Draghi, démission de Draghi. Alors, vous venez de nous faire une description de ce qui se passe dans le monde et surtout en Europe. On a l'impression qu'on cherche le point par lequel ça va craquer. Oui, alors, le sweet spot. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas justement du côté de l'Italie, parce que son endettement est supérieur, parce que les taux auxquels elle emprunte mettent en cause l'euro et sa stabilité? Est-ce que c'est pas là le point névralgique de l'Europe, parce que l'Italie est une grosse Grèce. Cette fois, est-ce que ça va craquer de ce côté-là? Non, l'Italie c'est un peu différent dans le sens où la Grèce elle produit pas grand-chose alors que l'Italie produit énormément de choses. Absolument. Donc ça c'est quand même une différence fondamentale. Elle a un actif. Mais Mario Draghi a été viré par toute la classe politique, donc il a perdu son pouvoir alors qu'il était le sauveur. Je vous rappelle, il a été présenté comme le sauveur absolu de l'économie italienne. Donc de toute façon, je vais vous dire un truc. Si l'Italie a un problème, toute l'Europe saute. Ben oui, c'est ça. On l'a vu, rappelez-vous, en 2009, 2010, avec la Monte Paschi de Sienne. L'action de la Monte Paschi de Sienne était tombée à 2 centimes. De 800 € à 2 centimes, de mémoire. Vous retrouverez mon reportage à Sienne, sur l'onglet reportage, sur quotidien.com. Non mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ils ont toujours, que la Banque Centrale Européenne a imprimé et injecté des milliards dans le système italien, et français aussi, pour que cela ne s'écroule pas. Pour l'instant, on fait de la lévitation. Depuis 2008, on fait de la lévitation. Oui, mais alors, grâce à la planche à billets, c'est tout. Justement. Mais alors, je vois que M. Le Maire continue d'endetter la France. Alors vous faites c'est la logique, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, et là, vous avez la formation pratique. Voilà. Il fait 18 juillet, AFT, émission de l'AFT, l'Agence France Trésor, voilà. 6 milliards 293 milliards d'euros de bons du Trésor. 11 juillet, 6 milliards de nouveaux. Oui, c'est toutes les semaines. Donc 6 milliards le 4 juillet. 1er juillet, bon, c'est des OAT. Le 20 juin, combien? Obligation du Trésor. Alors 20 juin, 5 milliards 995 millions. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est tous les 15 jours, toutes les semaines quasiment. Alors, voilà. Mais attention, en plus là, on n'est plus en taux négatif, c'est fini. C'est ça. C'est fini. Donc le problème grec va se présenter à un moment donné ou à un autre. C'est pour ça qu'on n'a plus de service. Ils ont détruit les urgences. Ils ont détruit les urgences. Ils ont détruit les hôpitaux. On n'a plus de lits d'hôpitaux. Mais ils ont des milliards à donner à Zelensky. Oui. C'est scandaleux. Et ces sommes d'argent qui arrivent. Vous voyez que même pour Macron, l'Ukraine avant tout, avant la santé des Français, c'est la même chose. La même chose que la France vit à crédit. Alors, alors cette année, nous étions à 38 milliards de remboursement au titre de la dette. C'est-à-dire le budget de la défense, quand même. Oui. Ça y est, nous passons à 50 milliards. Oh, mais c'est pas fini. Non, c'est certainement pas fini. Non, moi je ne voudrais pas être à la place de Macron, je vous le dis. Parce qu'il va le payer très cher. Il a tout fait pour être à sa place quand même. Oui, mais il va payer très cher. Je pense que les choses déjà sont en train de leur échapper. Voilà. Tenez, regardez bien. Ça, c'est une traduction de tout ce qu'on vient de vous donner, mais c'est une traduction dans la rue. Écoutez bien. Les révoltes sont toujours précédées par une hausse radicale des crimes
Et justement, Londres, parce que Londres, on l'a dit au début de l'émission, Oui. hein, c'est notre... C'est le miroir de ce qui peut se passer. Voilà, c'est ça. C'est le miroir non seulement la police londonienne a reçu l'ordre de ne pas poursuivre les vols à l'étalage de nourriture, donc voir la revue de presse, notre revue de presse précédente, on l'avait abordée avec vous, mais en plus elle est confrontée à une hausse des vols de montres en pleine rue et en plein jour, comme à Nice d'ailleurs, sauf qu'ici c'est à coups de machette, comme en Afrique. Voilà. Donc vous allez voir la photo, le vol de Rolex. Le Daily Mail a beau être payé par Bill Gates, au moins elle ne fait pas dans l'autocensure des faits des plus dérangeants. Voilà. Donc il y a eu à peu près 109 attaques en deux mois. Dans Londres, dans Oxford Street, et là où vous voyez toutes les Rolls, enfin les Jaguars, etc. Et dès qu'il repère quelqu'un qui a une montre qui vaut plus de, je sais pas, 10 000 €, enfin les Audemars Piguet, ou enfin bon, il y a des marques ésotériques, Rolex et compagnie, Omega, eh bien c'est à coup de machette. C'est-à-dire que si le type ne lui donne pas la montre, t'es terminé. Voilà. Non mais il y a eu 42 attaques pour récupérer des montres entre avril et mai, et il y en a eu 67 le mois d'après, c'est au mois de juin. Ça vous montre l'accélération du processus. L'accélération du processus, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose qu'à Weimar. Oui. Là, rappelez-vous notre livre. Ah oui, très intéressant. D'ailleurs, là, j'ai droit à toutes les censures maintenant de ce livre. Google Books, interdiction de parler que ce sont 3 banques en faillite qui ont permis à Hitler de prendre le pouvoir. C'est un censure. Tac. Mais alors, bref. Alors, ce qui est terrible avec cette censure, c'est qu'évidemment, il n'y a pas les arguments. Mais c'est absurde. Non mais on est dans une situation, si vous voulez, qui est... en tout cas, pendant ce temps-là, si vous voulez, Bill Gates, puisqu'on parlait de lui, confirme les pays riches devront manger de la fausse viande. Oui, c'est ça. Et ou des insectes aussi. C'est ça. Ouais. On va voir le billet spécial quotidien.com, je vais vous le donner. Avec les steaks. Oui, sauf qu'un laboratoire a mis au point une analyse selon laquelle le métabolisme digestif, notamment, de l'homme, n'est pas fait pour manger des insectes. Ah non, ça se saurait. Hein. Enfin, Jean-Baptiste nous avait donné un petit exemple quand même. Mais Jean-Baptiste, c'était un homme exceptionnel. Ouais, tout à fait. Mais lui, en fait, il était, comment dire, il ne voulait pas manger. Hein, il voulait être connecté au très haut. Voilà. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Un restaurateur anglais a expliqué qu'il sera forcé à un moment donné de répercuter le prix de sa facture gaz et électricité sur sa carte, ou du coup un simple steak salade frite coûtera plus de 100 livres. C'est-à-dire 95 € grosso modo. Voilà. Mais quels que soient les futurs prix, ce qui est certain du point de vue des analystes anglais est que les prix entraîneront la faillite de 50 000 pubs, restaurants, fast-food, PME industriels qui n'auront pas assez de bénéfices, ne serait-ce que pour équilibrer leur bilan. Et ces 50 000 faillites se traduiront par 500 000 personnes de plus qui iront pointer au chômage. Voilà. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'il se prépare quelque chose de très grave. Et Poutine ne va pas lâcher le morceau. Ça, je peux vous le dire, qu'il ne va pas donner du gaz ni de l'électricité. Donc les prix vont s'envoler. Et moi, je dis à tous nos spectateurs, soyez prudents. Hein, voilà, soyez prudents, soyez prévoyants même. Hein, voilà, tout simplement. Si vous n'avez pas de double vitrage, faites-le. Ouais. Faites-le maintenant. Vous n'avez pas besoin de changer toutes les fenêtres. Hein. Appelez un vitrier, demandez à ce qu'il enlève la vitre simple et qu'il mette un double vitrage à la place. Basta, c'est fait. J'entends bien, Pierre, mais quand c'est Pierre Jovanovic qui nous le dit, je l'écoute. Mais quand c'est l'État qui vient nous dire faites des économies, ne mangez pas ceci. Or, pendant ce temps, nous allons assister à un championnat de football au Qatar, avec de gigantesques machines à refroidir en plein désert. C'est incroyable. Nous assistons à des matchs de football qui ont lieu le soir, avec des projecteurs extrêmement puissants, très consommateurs d'électricité, et on nous dit de débrancher nos lampes de... Non, mais attendez. Oui, mais attendez. Regardez, là, cet été,
Les riches ont décidé de fuir les compagnies normales pour n'utiliser que des jets privés pour leurs vacances de l'été 2022. Alors, destination favorite de tous les jets privés qui ont été chartés, aussi bien à Paris qu'à Londres, etc., enfin toute l'Europe, c'est Naples, Ibiza, Mykonos, Nice, Paris, Canaries, Majorque, Istanbul. Selon Bloomberg, la demande a explosé de 30% de vols en plus, avec parfois des pénuries de pilotes, voire de jets. Ah oui, ça, carrément. Il y a des pénuries de jets privés pour les ultra-riches. Voilà où on en est. Ouais. Et puis, ces énormes paquebots de croisière qui dépensent des milliers de litres de gasoil pour aller tourner en rond et massacrer la lagune de Venise. Ouais. C'est les porte-containers. Un porte-container, quand il se déplace, c'est des milliers de litres de gasoil. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas revoir tout cela aussi? Bon, c'est une des modalités de la démondialisation relative. Mais... C'est le commerce mondial, là. Si vous touchez au very long transporteur, machin, là, les VLNC, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, vous touchez le cœur du sujet. Hein. Ça, c'est le cœur du réacteur. Hein. Voilà. Alors, nous allons terminer par. Alors, juste, voilà, il y a deux infos. Alors, il y a beaucoup d'or. Hein, il y a beaucoup d'États qui achètent de l'or en ce moment. Oui. Le Kazakhstan, par exemple, ils ont continué à acheter de l'or. Ça, c'est le 25 juillet. Ils ont acheté combien? 4 tonnes. On a retrouvé des pièces d'or au fond de l'océan qui ont 165 ans. Oui, pas mal. Elles sont toujours valables. Elles sont pas ternies, elles sont... Voilà, indépendamment de leur valeur numérismatique. Hein, voilà, c'est une fois de plus, vous l'avez après. Bon, on va voir l'image. Il y a des lingots aussi. Voilà, du 3 août. Voilà, ils ont retrouvé plein de trucs. Il a coulé en 1857, le 12 septembre. Voilà, donc ils ont retrouvé ça. Ensuite, ils ont fait un... alors tiens, puisque tout à l'heure on a parlé de la planche à billets. Vous savez qu'il y a un fabricant de planches de papier toilette qui lui a fait faillite à cause de la note d'énergie de gaz. C'est Hanke, on va le voir. On va voir la photo derrière nous. Ah alors, il a fait faillite. Il n'y a plus de PQ, pour parler vulgairement. Bon. Il y aura sans doute en Allemagne, hein, parce que c'est le plus gros. C'est l'un des plus gros. Ils existent. Attends, ils existent depuis 1928. Ah oui. Donc c'est une compagnie ancienne, voilà. Et juste une chose, parce qu'on a oublié de parler. Ouais. Non seulement la JP Morgan continue à contrôler, toujours à bidonner le cours de l'or et de l'argent. Oui. D'accord. Mais comme d'habitude, dès que la période des vacances arrive, pouf, les procès mettent en cause les banques, arrivent comme par miracle devant la scène. Et donc, vous allez voir la photo derrière nous. Eh bien, c'est plusieurs traders de Blind Masters. Là, qui se retrouvent devant le tribunal parce qu'ils étaient en poste entre 2008 et 2016 et ils ont bidonné le fixing de l'or à Londres, comme d'habitude. Donc vous voyez bien que le cours de l'or et de l'argent sont bien bidonnés et qu'ils continuent à le faire. Et c'est pour ça que le prix de l'or n'est pas le même. Alors que si vous allez sur eBay pour acheter par exemple ne serait-ce qu'une 50 francs en Hercule, c'est pas du tout le même que le prix de l'argent, le cours de l'once officiel, quoi. Alors mon cher Pierre, nous terminons sur l'or, mais au cours de cette revue de presse, vous avez parlé d'or. C'est très très... Ah tiens justement, on va retrouver tous nos spectateurs, puisque on retrouve les dédicaces. Voilà. Alors, on retrouve les dédicaces. On va mettre les dédicaces. Ouais, alors, et la prochaine dédicace, justement, c'est à côté c'est à Saint-Nazaire, je crois. Oui. C'est à côté de Saint-Nazaire. Saint-Herblain. À Saint-Herblain. Voilà, on va le voir derrière nous. Ouais. Donc j'aurai le grand plaisir de retrouver tous les spectateurs de TV Liberté et bien entendu les lecteurs de la revue de presse. Ça va être, ça me met en joie à l'avance. Eh bien, merci Pierre, merci. C'est moi qui vous remercie, parce que nous sommes véritablement, on est très peu en France à informer les gens, informer les Français sur ce qui se passe et comment ils vont être mangés. L'avantage avec nous, je l'ai toujours dit, c'est qu'ils ne se rendront pas malades lorsque tout ça arrive. Voilà. Voilà, ils ne sont pas surpris. Merci, et chers téléspectateurs, à très bientôt.